Bon, là, on va rentrer dans quelques stratégies. On pourrait passer une bonne heure là-dessus, parce que j'ai beaucoup de matériel. Alors, j'en ai choisi quelques-unes pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire dans toutes ces trois phases-là. Et le moindrement qu'on n'avance pas dans notre changement, on a de la misère, c'est parce qu'on est coincé dans une de ces trois phases-là. Au moins, on peut les nommer. Bon. Donc, la première, on dit, c'est la fin. On ressent une perte tristesse. Première stratégie. Qu'est-ce qui est fini et qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a plusieurs années, j'étais en charge d'une fusion entre deux compagnies pharmaceutiques. La fusion s'est bien passée, mais le moral des employés, qui a perduré, je vous dirais, une bonne année ou deux, c'était triste à voir. Pourquoi? Parce que pour la plupart des employés, tout a changé avec cette fusion-là. On a tout perdu. Mais ce n'était pas vrai. Il y a beaucoup de produits qui sont restés les mêmes. Il y a beaucoup de personnels qui sont restés les mêmes. Il y a beaucoup de politiques qui sont restés les mêmes. Donc, quand on est coincé dans le changement, puis on a peur, puis on est stressé, un exercice à faire avec un crayon, puis une plume ou le laptop, là, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui reste pareil? Et vous allez voir qu'objectivement, tout n'a pas changé. Deuxième, accepter la nécessité de passer à une période de deuil. Toutes les transitions, pour la plupart, on a dit on perdait quelque chose, c'est difficile. Je viens juste d'acheter une nouvelle maison. Je suis un peu triste de quitter ma maison. Ça fait quand même quelques années qu'on était là. La nouvelle maison est mieux, plus grande, plus spacieux. Petit pincement, là. Il y a des souvenirs là-dedans. Hein? On a vu les enfants peut-être grandir. Ouais? Quand on s'est dit tantôt, le changement, c'est du jour au lendemain, on déménage. Mais ce pincement-là, cette nostalgie-là, est correcte. Fait qu'ici, on dit, on passe une période de deuil. Les clients que j'ai en coaching ou en psychothérapie qui ont la plus de misère avec la situation qu'ils vivent, c'est qu'ils n'acceptent pas l'émotion qu'ils vivent. Fait que moi, j'ai des patients ou des clients qui sont maudits parce qu'ils sont stressés. Ou ils sont stressés parce qu'ils sont stressés. Ça ne finit plus, là. Fait que, une de la façons d'évacuer ça, c'est de dire, bon, ben, je me sens triste, j'ai le goût de pleurer, That's it, that's all. Du moment qu'on va résister l'émotion, elle va grandir. Je fais beaucoup de travail, je suis aussi certifié pour la pleine conscience. C'est un infomercial aujourd'hui. Donc, je donne des conférences sur la pleine conscience. Puis une des choses qui est très importante, c'est d'accepter ce qui inclut l'émotion. Donc, on accepte. Regardez les fins antérieures. Mettons, là, je ne sais pas, on a une opportunité d'avoir un nouveau partenaire d'affaires. Mais on se souvient qu'il y a 5 ans, quand on a essayé ça, là, c'était une très mauvaise expérience. On n'est plus sûr. Ici, ce qu'on dit, c'est on regarde les faits antérieurs, puis on essaie de regarder ça de façon objective. Parce que sur la montagne, quand on part sur Kilimandjaro, je vous parlerai de ça tantôt, on a beaucoup de porteurs. Nous, tout ce qu'on porte, là, c'est un petit sac à dos de 10 à 15 livres. La métaphore ici, c'est que pour faire la transition, il faut laisser aller des bagages de notre histoire. La plupart des clients qui viennent me voir, coaching, psychothérapie, ils ont beaucoup de bagages. Un bonhomme de 75 ans qui vient me voir, puis il me parle encore qu'il n'a pas été aimé par ses parents à 75 ans. Je dis, est-ce qu'ils vivent encore? Je savais la réponse, à moins que ce soit Abraham, là, ils ont vécu jusqu'à 130 ans. Il me dit non. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors moi, je lui ai demandé d'écrire une lettre à ses parents de tout ce qu'il a pu manquer avec eux et d'écrire une deuxième lettre pour accepter, leur pardonner, leur dire comment il les aime. Il m'a regardé d'un air bizarre, il m'a dit, qu'est-ce que je fais avec ces lettres? Bonne question. Allez au cimetière et déposez-les. Je ne l'ai plus jamais revu, maintenant je ne sais pas si j'ai fait la bonne affaire ou non.
Je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire, ouais, beaucoup de bagages. Il faut voyager léger. Dans la zone neutre, le No Man's Land, il y a les 4C. Le premier, là, c'est, et je pense qu'on en a parlé brièvement, c'est de contrôler, se donner des petits objectifs. Et dans cette zone-là, ne vous attendez pas à être très productif. Ne vous attendez pas. Parce que la courbe d'apprentissage est comme ça. Vous êtes dans le No Man's Land, dans le désert, vous êtes désorienté, vous ne savez pas comment ça marche. OK? Et n'attendez pas de vos employés non plus une autre productivité. Toutes les études démontrent qu'en période de changement en entreprise, la productivité fait... Alors, si on veut bien motiver les employés, ce n'est pas en les engueulant que ça va mieux aller. Ici aussi, on se donne des petits objectifs. Quand on était sur le Kilimandjaro, l'objectif, c'était quoi? C'est d'arriver au lunch. Hein? Comment? Non, pas au sommet. C'est d'arriver au lunch, c'est d'arriver au prochain camp. C'était ça, des petits objectifs. J'ai fait le Ironman l'été passé, à 59 ans. C'était un défi que je m'étais donné. Puis l'Ironman, on le fait aussi par petites étapes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 3,8 km de natation. Mais ça, c'est pas assez. C'est de la petite bière. Fait qu'il faut faire 180 km de vélo. Mais ça, c'est pas assez non plus. Je ne sais pas qui a pensé à ça. Il faut faire un marathon de 42 km. 16 heures et 12 minutes de plaisir. Mais comment on fait un Ironman? Un pas à la fois. Un coup de pédale à la fois. Si je me lève le matin à 4 heures et dis, aujourd'hui, je fais l'Ironman, ça va prendre 15-16 heures, oubliez ça. Oubliez ça. Se donner des petits objectifs. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous, aller chercher de l'information. On avait une dame avec nous sur Kilimandjaro d'une trentaine d'années, Salma, son nom. Puis elle, quand elle se levait le matin, elle allait approcher le guide, puis elle disait, aujourd'hui, on va où? Quel genre de température il va faire? C'est quoi l'élévation? Quand est-ce qu'on va manger? Quand est-ce qu'on va se reposer? Et Salma, là, c'est assez, là, il faut partir. Mais pour elle, ça l'a sécurisé. Fait que quand on est dans la zone neutre, posez beaucoup de questions, allez chercher de l'information. Ça va? Collaborer, soutien. Aller chercher du soutien. Un bel exemple, encore une fois, du Kili qui me vient, Kilimandjaro. On se lève à 11 heures le soir pour faire le sommet. Et pourquoi on se lève à 11 heures le soir pour aller au sommet? C'est parce qu'on veut voir le lever du soleil, puis on va voir le temps de redescendre avant qu'il fasse noir. Alors moi, cette zone neutre-là, sur le Kilimandjaro, je l'ai vécue à peu près à 3 heures du matin. Chacun est seul, mes compagnons, je ne les voyais plus. Il fait noir, il fait moins 15 degrés, il vente, puis il y a 50% moins d'oxygène qu'à la base de la montagne. Là, à un moment donné, en parlant de drogue et d'alcool, on se sent un peu comme ça. On est perdu, on a des nausées, parti à pleurer pour rien. Je suis parti à brailler, là, je pensais à mes enfants. Et à un moment donné, mon guide m'était aimé, monsieur pas très grand, il était devant moi. Il a vu que je ne marchais plus, là, j'étais comme perdu. Là. Il me regarde, il se retourne, et c'est ça que j'appelle la compassion silencieuse. Il n'a pas dit un mot. Il m'a regardé, il s'est retourné, puis il a juste fait ça. Et là, j'ai commencé à faire la même chose que lui. Et ça m'a replacé. Ça m'a replacé. OK? On a besoin de soutien. Quand j'ai parti en affaires, j'avais des amis coachs que j'ai approchés. J'avais des mentors, j'avais un superviseur. On ne peut pas. Et d'ailleurs, on ne peut pas aller sur la montagne tout seul. Impossible. On ne vous laisse pas aller. C'est illégal. Et dernier, c'est rester collé à votre objectif. Et on en parle tantôt, si votre objectif est pertinent pour vous, c'est enligné pour vous, c'est ça qui va vous donner le courage de continuer. Finalement, ici, achèvement, satisfaction, il faut articuler notre nouvelle identité. Quand je suis parti en affaires en tant que psychologue, coach, j'avais des anciens collègues qui m'appelaient « Henny, peux-tu nous faire un plan stratégique? Peux-tu nous faire une petite analyse là, sur des produits qu'on va lancer? » Puis ma réponse a toujours été non. J'avais-tu besoin de l'argent? Absolument oui. Je ne faisais pas une scène. Je pense que ma première année, j'ai facturé pour 12 000 piastres. Okay? Mais je disais toujours non. Pourquoi non?
Parce que ce n'est plus mon identité. Ce n'était pas ça que je devais faire. Je devais couper avec ce que j'avais hier. Donc, je vous invite à faire la même chose, d'articuler votre identité. C'est très important. Ne laissez pas d'autres changements vous distraire. En parlant du Ironman, mes enfants m'ont dit, Dad, il faudrait peut-être qu'on déménage, là, tu sais, ça serait le fun, blablabla. C'est l'année passée. Puis là, je m'entraînais 6 jours semaine. Je ne sais pas d'ailleurs comment je l'ai fait pour faire ce que je faisais, plus ci, plus ça, je ne sais pas, parce que je ne le ferai plus. Alors, ils me disent, bon, on pourrait déménager. J'ai bien pensé à mon affaire, j'ai dit, no way. Ironman, c'était assez, plus ce que je faisais comme boulot, c'était assez. Là. Donc, on a déménagé finalement cette année. Donc, ne laissez pas d'autres changements vous distraire, sinon vous vous brûlez. Okay? Des fois, on n'a pas le choix, mais il faut prioriser. Focaliser sur la réalisation de quelques succès rapides, c'est important pour vous donner du courage. Moi, au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas de clients. Alors, j'appelais mes amis, j'appelais mes anciens. « Hey, as-tu besoin de coaching? Je te fais ça gratos. » Oui. Pourquoi? Parce que ça me donnait l'opportunité de pratiquer. Hein? Coaching, je ne connais pas ça, moi. Là. Bon, j'étais me former, tout ça, mais dans la pratique. Puis, c'est le fun. Je dois vous dire, quand on fait ce qu'on aime, comme aujourd'hui, j'adore ce que je fais, j'adore être avec vous, on sort toujours plus énergisé. Quand je fais du coaching, je sors toujours plus énergisé. Quand je fais de la psychothérapie, je sors toujours plus énergisé que quand je suis rentré. Ça, c'est une bonne indication qu'on est en ligne avec nos valeurs et ce qui nous passionne. C'est très important. Mais allez chercher du succès rapidement. Alors, sur Kilimanjaro, il nous est toujours en Swahili, pole, 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 ce qui veut dire lentement, lentement. OK? Fait que, on ralentit. Encore une fois, pour s'acclimater. Et la transition, c'est ça. Il faut y aller lentement pour arriver au sommet. Il faut 9 mois pour concevoir un bébé, peu importe combien de personnes vous mettez à la tâche. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ça la transition. On ne peut pas brusquer une transition, on peut brusquer un changement, le faire plus vite, mais dépendamment de chacun de nous, on va aller à notre vitesse. Rapidement, on a dépassé l'heure. On est à 14 minutes plus que l'heure que je vous ai promis. Si je continue, j'en ai pour un autre 15 minutes, mais je ne veux pas abuser non plus de votre gentillesse. Alors, je pourrais soit continuer, soit sauter quelques slides. Qu'est-ce que vous préférez? On continue? Oui? C'est le même prix, hein? Ne vous gênez pas? Une étude qui a été faite dans les années 60 par un psychiatre, des psychiatres, de Holmes and Race Stress. Et la question qui se posait, qu'est-ce qui arrive à une personne qui subit beaucoup de changements l'année après? Et comment ça affecte leur santé? Changement, santé. Ils voulaient évaluer ça. Donc, voilà. Ils ont fait un critère qui parle à 100 points. Alors, 100 points, c'est death of a spouse, donc la mort d'un époux ou d'une épouse. Ici, j'ai pris un exemple de quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher, a perdu son emploi. Au niveau financier, il y a eu des changements. Donc, il y a un pointage dans tout ça jusqu'à changement dans les habitudes alimentaires. OK? Et cet individu-là, c'est un total de 501. Donc, 501, ça veut dire quoi? Alors ici, entre 11 et 150, une chance basse ou modérée à développer une maladie les 12 mois après ces changements-là. Entre 150 et 299, modéré à haut de développer une maladie. Et nous, ici, ce qui nous concerne, le 501, c'est very high, très haute probabilité de développer une maladie, une condition assez sérieuse. Okay. Vous avez deviné que le 501, c'est moi. Et ça, c'est arrivé en 2012. Divorce, changement de carrière, the package, the whole catastrophe, comme Zorba le Grec disait dans son film, si vous l'avez vu. Alors, 501, et pourtant, je n'ai jamais été malade. Intéressant. Okay. Eux, ils ont vu des corrélations entre le changement et la santé. Je n'ai jamais été malade après tous ces changements-là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez? Un chat? Un rat? Alors, le changement, c'est ça. Notre réaction au changement, c'est qu'est-ce qu'on voit.
C'est sûr que si on a une phobie au rat et on voit un rat, on va capoter. Et si on a une phobie au chat et on perçoit un chat, on va capoter. Donc, deux personnes qui voient ça vont voir des choses différentes. Et c'est peut-être qui explique le fait que je ne suis pas tombé malade, ou d'autres gens qui ne tombent pas malades, ce n'est pas le changement, c'est ce qu'on perçoit et comment on l'aborde.